Bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans À l'air libre et nous sommes le vendredi 10 avril. À mes côtés aujourd'hui, Fabien Escalona. Bonjour Fabien, quel est ton programme? Bonjour Mathieu, eh bien, on va aller à Singapour grâce à la chercheuse Eugénie Merriot qui réside là-bas. Elle était déjà venue présenter son ouvrage dans nos studios et là elle va nous raconter comment cette petite cité-État asiatique gère la crise sanitaire. Et puis dans la deuxième partie de l'émission, on va aborder la question du monde culturel, du monde de l'événementiel face au confinement, avec notamment les témoignages de deux intermittents du spectacle et aussi le directeur du festival Nuit Sonore. Merci Fabien. À tout à l'heure. Au menu de la première partie, la sécurité des employés d'Amazon, l'entreprise de livraison à domicile, propriété de l'homme le plus riche du monde, Jeff Bezos. 800 000 employés dans le monde, 10 000 en France. Et lors de cette crise du coronavirus, eh bien, des questions se posent. Règles sanitaires pas toujours respectées dans les entrepôts, pression sur les salariés, procès qui se profilent. Nous ferons le point avec le journaliste de Mediapart, Dan Israël, et nos invités. Ne ratez pas la minute de Morgane Cadignan. Chaque vendredi, cette stand-upeuse appelle des proches pour prendre des nouvelles. Cette semaine, c'est son frère et sa sœur et c'est vraiment très drôle. Je vous rappelle enfin les deux adresses où vous pouvez nous écrire: alairlibre@mediapart.fr pour vos témoignages et covid@mediapart.fr pour vos informations d'intérêt général et les documents. À l'air libre numéro 18, c'est parti. Et pendant le confinement, dans de nombreux pays, les consommateurs se tournent vers le géant de la livraison à domicile Amazon. Peut-être d'ailleurs l'avez-vous fait vous-même ces derniers jours. Raison de plus pour regarder dans les coulisses. Amazon, c'est 800 000 employés dans le monde, entreprise détenue, on le sait, par l'homme le plus riche du monde, l'américain Jeff Bezos, fortune estimée par le magazine Forbes il y a quelques jours à 113 milliards de dollars. Et en ces temps de coronavirus, des inquiétudes importantes se posent pour la santé et la sécurité des salariés d'Amazon au travail. Bonjour Dan Israël. Bonjour. Journaliste à Mediapart, tu suis la situation dans les entrepôts français d'Amazon. Tu viens de publier sur Mediapart un article très complet qui s'appelle « Sécurité dans ces entrepôts, Amazon ciblé de toutes parts ». On le voit s'afficher. Dan, Amazon en France, c'est 10 000 salariés et 6 entrepôts, je crois. Quelle est la situation actuellement, sous Covid, sous coronavirus, dans ces grandes plateformes logistiques françaises ? Eh ben, c'est une situation un peu compliquée, bien sûr, parce que Amazon et ses 6 gros entrepôts en France, il y a aussi d'autres petits centres de distribution, et c'est un peu un symbole des travailleurs de la logistique, c'est-à-dire qu'il y a des milliers de personnes rassemblées dans un endroit, qui parfois viennent en bus, ensemble pour travailler, qui font la queue pour entrer, pour badger, qui ont des vestiaires et qui travaillent côte à côte. Donc évidemment, en ces temps de règles de distanciation sociale, ça pose plein de questions et ces salariés-là se les posent beaucoup. Il y a beaucoup d'absences dans les entrepôts. Certains syndicats parlent d'un absentéisme allant jusqu'à 40% de personnes qui ne sont pas là. Donc on parle de salariés en CDI, mais aussi d'intérimaires, beaucoup d'intérimaires. Donc ça pose pas mal de questions. Amazon est ciblé de toutes parts aussi parce qu'ils ont eux-mêmes reconnu auprès des syndicats, dans un article qu'on avait publié il y a quelques jours auparavant, ils ont reconnu que toutes les règles n'étaient pas encore mises en place, que c'était compliqué pour eux, et notamment de séparer les salariés de plus d'1 mètre. C'était assez compliqué pour eux. Aujourd'hui, ils essayent de faire des séparations de 2 mètres, de mettre en place des masques, du gel hydroalcoolique, etc., etc. Mais c'est très compliqué et c'est sous une pression assez forte à la fois des syndicats, on va en parler avec eux tout de suite, et aussi de l'inspection du travail et même de l'administration et du ministère du Travail qui ont décidé de frapper assez fort puisqu'ils ont multiplié les visites dans les entrepôts et ils ont envoyé en même temps 4 mises en demeure, c'est-à-dire des injonctions assez fortes dans 4 entrepôts différents de revoir les règles et d'améliorer encore la sécurité pour les travailleurs. Et on va en reparler, mais rapidement, la situation, et tu le dis aussi dans cet article, est en train d'évoluer vers le terrain judiciaire aussi. Tout à fait. Il y a plusieurs aspects, mais pour commencer, beaucoup de salariés qui ne viennent pas au travail exercent ce qui s'appelle le droit de retrait, ce qui est un terme juridique pour dire qu'un salarié qui s'estime en danger a le droit de ne pas venir au travail et de continuer à être payé. Pour l'instant, Amazon refuse de payer les jours d'absence
Et tous les syndicats, CFDT, CGT Sud, en tout cas les syndicats importants Amazon, attaquent en justice pour faire reconnaître ce droit de retrait et le fait que les salariés sont légitimes à ne plus venir travailler, mais veulent continuer à être payés, et c'est normal. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a des Sud Solidaire, Pointe-Vallée nommés, qui attaquent, enfin vraiment en ce moment même, il y a une audience en ce moment même au tribunal à Nanterre, au TJ de Nanterre, pour demander la fermeture des entrepôts, ou bien une restriction très forte de l'activité pour ne plus envoyer que des produits sanitaires ou alimentaires. Deuxième axe. Et troisième axe, on va parler bien sûr avec nos invités. Il y a une tentative, là il y a une plainte qui a été déposée pour mise en danger de la vie d'autrui. Donc on verra si le parquet dans le Nord va instruire cette plainte ou pas. Voilà, donc le terrain judiciaire maintenant qui commence à être investi par les syndicats et les employés. On va en parler avec nos invités tout de suite. Olivier Champetier, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire de l'Union départementale CGT de l'Essonne et vous suivez au quotidien ce qui se passe dans un des entrepôts d'Amazon à Brétigny-sur-Orge, dans l'Essonne. Donc, voilà, on va commencer par vous dans un instant. Et Yves Quignon, secrétaire général de l'Union locale de la CGT à Douai, dans le Nord. Bonjour. Bonjour. On va aussi parler avec vous de la situation dans les entrepôts. Première question à vous, Olivier Champetier. Vous avez, je crois, demandé la fermeture immédiate, il y a quelques jours, de l'entrepôt d'Amazon de Brétigny-sur-Orge, qui emploie à peu près 2500 personnes. C'était au début du mois d'avril, 4 employés hospitalisés à l'époque. Un était dans le coma, souffrant de coronavirus. Très simplement, quelle est la situation aujourd'hui dans cet entrepôt ? Eh bien, tout d'abord, des nouvelles du salarié qui est toujours hospitalisé et toujours placé en coma artificiel, même si sa situation semble évoluer vers mieux. Pour autant, il est toujours pour la 3e semaine en coma artificiel. Donc, il vit, j'imagine, sans le savoir lui-même, malheureusement, puisque c'est le cas de toutes ces personnes infectées qui sont placées dans cette situation de réa, quelque chose de compliqué. Maintenant, nous avons demandé par 2 fois maintenant déjà la fermeture de ce site, parce que, d'ailleurs, j'apporte une information, mais sur Châlons, le ministère du Travail a retiré la mise en demeure, estimant que les mesures barrières mises en œuvre étaient suffisantes. La question qui nous est posée aujourd'hui, c'est que pour bon nombre d'entreprises dans ce cadre-là, à notre sens, si on met mesures barrières, reste un fait qui est le site a été contaminé. Ce site a été contaminé parce que plusieurs cas de Covid reconnus. Et donc, on a vu que les mesures barrières n'existaient pas jusqu'à au moins la semaine dernière, puisque, la directe n'étant intervenue que la semaine dernière, eh bien, ce virus, on est sur un foyer, un cluster pandémique quelque part, puisque ça n'a pas été désinfecté, il n'y a pas eu de quatorzaine. Donc, on continue de faire circuler dans ces entrepôts le corona. Alors, bien sûr, on sait que c'est bien le ministère du Travail qui gère ce dossier. C'est clairement ce que nous a fait entendre, nous, notre préfecture en Essonne et la directe. C'est-à-dire que c'est là-haut que se prennent les décisions et sur les lieux et sur les proximités, ils n'ont pas cette possibilité visiblement. Donc, on a posé la question s'il y avait un lien avec la visite de Bezos il y a un mois à l'Élysée, dans cette gestion différenciée de cette affaire, puisque pour les autres entreprises, ça reste bien au niveau du départemental. Donc, nous sommes dans cette situation aujourd'hui. Nous réitérons notre demande de fermeture et insistons sur ce point, puisque, comme je viens de l'expliquer, eh bien, ça reste un foyer de pandémie pour nous, puisque de toute façon, il y a beaucoup, effectivement, d'intérimaires qui viennent d'autres départements, qui, vous l'avez évoqué dans votre reportage tout à l'heure, dans votre intro, la question des transports en commun, puisque comme ils sont réduits, ils s'entassent dans des transports en commun, et c'est bien le sens des vidéos qu'on a relayées aussi, et qui posent la question que dans l'entreprise, on pourrait avoir les mesures barrières, mais si dans les transports en commun derrière. Donc nous, ce qu'on a demandé, pas plus tard qu'hier à la préfecture avec lesquelles nous étions en conférence téléphonée, c'est qu'Amazon, si elle veut faire bosser les gens, qu'elle y mette les moyens et qu'elle se loue des bus privés. Elle en met 20 par bus en maintenant la distanciation sociale, et puis elle emmène ses salariés si elle veut vraiment. Mais nous réitérons, nous, le fait qu'Amazon, en plus, n'a aucune raison de rester ouvert. Il n'y a rien d'essentiel. Et juste pour l'anecdote, parce que ça vaut quand même le coup de le signaler, jusqu'à au moins l'intervention de la directe, un camion faisait l'aller-retour Milan tous les jours, quotidiennement,
entre Bretigny et Milan pour aller ramener des clés USB, des perruques, des godemichets. Voilà, rien d'essentiel à une vie, en tous les cas, de ce qu'on peut nous déterminer comme étant essentiel. Et quand même, le foyer pandémique principal en Italie, le Nord, le camion a fait l'aller-retour pendant plus de 3 semaines, un mois. Je ne sais pas s'il ne le fait pas encore d'ailleurs. Dan? Oui, juste une précision, quand vous dites direct, c'est la direction régionale qui gère l'inspection du travail. Non, mais c'est un petit jargon. Non, mais le jargon, mais oui, ouais. Bien entendu, oui, vous avez raison. On peut poser la même question à Yves Quignon. Donc, vous êtes à Douai, juste à côté du plus gros entrepôt Amazon qui est à Levain-Planck. Je vais juste dire un mot pour dire qu'on précisait qu'on avait invité le délégué syndical central de la CFDT, donc qui est basé à Montélimar, Julien Vincent, et qui chapeaute tous les entrepôts, qui malheureusement a eu un empêchement de dernière minute. Voilà. Mais donc, pour la CGT à Douai, Yves Quignon, vous aussi, vous avez des échos, des retours de salariés qui sont malades. Alors oui, on a des échos, on n'a aucun chiffre, on a posé des questions à la direction, mais aucun retour. On a eu, en début de crise, 2 arrêts maladie de suspicion. Apparemment, des intérimaires qui ont témoigné dans la presse locale qu'ils avaient été atteints, notamment, comme le disait notre camarade, lors des covoiturages. Mais on n'a pas plus de précision sur ces questions-là. On ne sait pas combien de gens sont infectés. On sait que très bien, mais la ministre du Travail l'a reconnu, y compris le directeur d'Amazon France, M. Bollet, les mesures n'ont pas été prises suffisamment tôt, quoi. Et donc, le foyer, enfin, on imagine les réveils douloureux qu'il risque d'y avoir sur le site d'Amazon, Levain-Planck, où il y a environ 3000 salariés qui se croisent quotidiennement, quoi. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé, vous diriez, par rapport à il y a 3 semaines? Il y a quand même pas mal de mesures qui ont été prises. D'abord, peut-être, est-ce que vous pouvez décrire un peu ces mesures et après nous dire, et puis M. Champetier également, si vous estimez qu'elles sont suffisantes? Alors, il y a des nouvelles mesures qui ont été prises, hein, ouais, effectivement. Alors, le gel hydroalcoolique, moi, j'y suis allé encore sur le site samedi dernier au matin, à la prise de poste. Il n'y avait toujours pas de gel hydroalcoolique avant de passer les portiques, hein, pour entrer. C'était toujours pas en place. Apparemment, aujourd'hui, c'est juste après les portiques de sécurité. La distanciation, ils ont essayé de prendre des mesures en annonçant, y compris qu'ils essayaient de tendre à 2 mètres de distance. Mais on sait très bien que c'est pas possible. Entre salariés, on sait très bien que c'est pas possible, et les salariés nous le disent quotidiennement, régulièrement, c'est pas possible. Mais donc, une des mesures principales d'Amazon, ça a été d'embaucher des safety angels, les anges de la sécurité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils font? Comment? Qu'est-ce qu'ils font, ces safety angels? Safety angels. Alors, ils ont fait un appel à candidature dans les entrepôts en demandant aux salariés de prendre ce poste. Trop peu de salariés ont répondu présents. Donc, ils ont embauché des intérimaires aujourd'hui. Donc, ces salariés qui sont payés au-dessus, je veux dire, comme chef, quoi, avec un salaire de chef, ils sont là pour dénoncer tout salarié qui ne respecte pas cette distanciation d'un mètre. Ça veut dire que Vichy revient parmi les nôtres, quoi. Mais ce n'est pas possible, parce qu'ils ne peuvent pas respecter du fait de leur travail. Et derrière, ils vont être dénoncés, y compris que ce matin, dans tous les entrepôts, enfin, notamment dans le Levain-Planck. C'est affiché partout, y compris dans les toilettes. Si le respect des distanciations n'est pas respecté, il y aura des mesures disciplinaires. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas les respecter, mais ils seront sanctionnés derrière. Et en plus, ils sont surveillés. Et tout ça, ça remonte à la hiérarchie, quoi. Enfin, c'est vraiment impressionnant, quoi. Alors, comme le disait mon camarade, il parlait de godemiché ou autre, mais moi, j'ai vu hier, c'était des lotions pour ces demoiselles pour se teindre les cheveux, quoi. Enfin, voilà. Et on a demandé aussi par 2 fois à monsieur le sous-préfet d'opérer une fermeture administrative du site, un minimum. Toujours sans réponse, hein, c'est la 2e fois, on n'a pas de réponse. Non, on ne peut pas nous dire restez chez vous. Le confinement permet de réduire les risques et d'envoyer des gamins, parce que c'est des gamins, dans des bus, enfin voilà, et se croiser.
et pas pouvoir respecter ces distanciations dans l'entreprise. Est-ce que c'est des choses que les salariés vous disent? Alors peut-être d'abord Olivier Champetier, puis de nouveau Yves Quignon. Est-ce que vous avez les gens qui travaillent chez Amazon, quelles sont leurs réactions? Il y en a plusieurs centaines par entrepôt qui ne viennent pas, mais il y a aussi ceux qui vont travailler. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pour beaucoup, ce qu'ils expriment, c'est la peur, malgré tout, mais le besoin d'aller travailler pour gagner leur vie, malheureusement. Ou plutôt la perdre, je dirais, sans être cynique aujourd'hui. Mais c'est bien la réalité à laquelle on est confronté. L'attitude d'Amazon de mettre ses safety angels en œuvre et en place démontre d'une volonté de leur part déjà de se dédouaner de leurs responsabilités. Mais malheureusement, quand même, il faut pointer aussi dans la période la loi d'urgence sanitaire qui a été passée quand même. Parce que dedans a été enlevée une notion très importante justement sur la question de la santé des salariés, qui est celle de la responsabilité pénale de l'employeur et de résultats vis-à-vis de la santé et de la sécurité. Ça a été enlevé sur cette loi. Et donc là, on est sur une situation où on ouvre la porte officiellement, quelque part, pour toute entreprise, à se dédouaner de ce qu'ils auraient pu mettre en danger en exposant les gens. Donc oui, aujourd'hui, les gens, ils y vont avec un peu la peur au ventre, et c'est pas un peu, parce que je suis régulièrement avec des intérimaires, parce que comme le dit mon camarade de Douai, les CDI, pour beaucoup, sont en arrêt maladie ou en quatorzaine. Et donc, on continue de faire tourner avec des intérimaires. Donc, les procédures de sécurité, ils les connaissent. Ils les apprennent en 2 minutes sur place parce qu'il n'y a pas eu le temps de les former. Il faut tout de suite qu'ils soient à l'efficacité capitalistique dans ce sens. Et donc, on sait que là aussi, on va continuer du coup à échanger. Alors, en plus, si jamais il est viré au bout de 2 jours, on ne sait pas, peut-être qu'il aura été infecté. Enfin, on peut tout imaginer vu que on n'a pas de réelle, certitude, puisque ça change souvent en ce moment de par les études, sur la propagation, sur le fait de comment ce virus survit ou pas, ou survit pas. Donc, c'est très, très difficile et c'est pour ça qu'on réinsiste et qu'on porte cette idée précise de dire, voilà, cette entreprise, elle pose question parce qu'elle n'a pas pris des mesures pendant quelque temps, elle ne les prend toujours pas et là, on a besoin maintenant de sécurité et surtout de sérénité pour gérer cette situation. Est-ce que vous allez, du coup, et peut-être la première étape, si j'ai bien compris, en tout cas à Douai, mais aussi pour Sud Solidaire, c'est de demander en justice que les salariés qui exercent leur droit de retrait aient le droit de le faire, c'est-à-dire que l'entreprise leur paye les jours d'absence. Est-ce que vous croyez à cette mesure? Est-ce que vous pensez que c'est jouable? Et peut-être quelles sont les réactions d'Amazon là-dessus? Alors peut-être d'abord Yves Quignon. Et c'est mon camarade. On est parti de suite sur ça parce que il y a eu près de 300 salariés qui se sont mis en droit de retrait après l'annonce du président de la République. La direction a de suite fait passer le message que de toute façon, ils avaient mis les mesures en place nécessaires et donc ils ne seraient pas rémunérés. Donc, énormément de salariés ont pris peur et sont repartis au travail malgré tout. D'autres ont dit tant pis, moi non, je préserve, je ne veux pas avoir cette maladie et je ne veux pas la transmettre à ma famille parce que c'est souvent des jeunes avec des enfants en bas âge. Et donc, encore aujourd'hui, il y en a qui nous appellent en disant est-ce que je peux reprendre le boulot? Est-ce qu'ils ont pris des nouvelles mesures quoi. Mais je pense qu'au vu de ce qu'a dit la ministre du Travail, au vu des constats d'huissier qu'on a, parce que j'en ai reçu un ce matin de fait, on a fait faire des constats d'huissier. Le 1er avril, encore, plus de 60% des salariés qui ont été audités, je vais le dire comme ça, par l'huissier de justice, disent que si on leur avait dit qu'ils pouvaient être rémunérés, plus de 60% auraient pris leur droit de retrait. Quoi. Et vous attendez une réponse en justice quand? C'est des choses qui vont tomber rapidement? Le 21 avril, il y aura une audience au Conseil des prud'hommes de Douai, sans débat, avec cette loi, les dernières ordonnances qui sont passées. Donc, il n'y aura pas de débat, mais l'audience aura lieu le 21 avril à Douai. Et donc, on attend des résultats les jours suivants. On a toutes les chances. Enfin, on a toutes les... Mais on le savait depuis le début. Les mesures, le directeur France l'a dit que toutes les mesures n'avaient pas été prises. La ministre du Travail a dit que ce n'était pas fait. L'inspection du travail, les mises en demeure confirment les mesures n'étaient pas prises. Donc, le droit de retrait est plus que justifié à notre sens. Et ce n'est pas possible autrement. Enfin. Voilà.
Je vous propose qu'on fasse Vas-y, Mathieu. je vous propose qu'on fasse un petit détour par les États-Unis pour voir que finalement la situation qui se pose en France, dans un contexte de droit social un peu différent, hein, elle est assez similaire en fait aux États-Unis, et les questions sont les mêmes. Et ça, je pense que c'est assez passionnant. Amazon aux États-Unis, c'est beaucoup plus grand qu'en France, évidemment. C'est 500 000 employés, 80 000 en plus d'ailleurs depuis quelques semaines pour faire face à l'afflux des commandes à cause du coronavirus. Et comme en France, hein, il y a eu des arrêts de travail en France, mais comme en France, des salariés ont arrêté le travail là-bas pour dénoncer leurs conditions de sécurité dont vous parliez. Et le symbole de cette lutte, c'est un monsieur qui s'appelle Chris Smalls. Il est employé dans un entrepôt de Staten Island à New York. Il a été viré d'Amazon récemment pour avoir osé réclamer un congé payé pour les salariés souhaitant exercer leur droit de retrait. Donc on est en plein dans ces questions-là. Congé payé que la direction d'Amazon n'attribue qu'en cas de symptômes avérés du Covid ou d'exposition à une personne qui est porteuse du virus, dit la direction. Chris Smalls, il a témoigné il y a quelques jours sur une chaîne locale de télé à New York. On va regarder. Right. So the strike was basically for the people that are at home right now that's not being paid. You know, there's people with underlying health conditions, asthma, bronchitis, lupus. There's women that are pregnant. There's women that have infant kids. They can't come to work. There's senior citizens that we have. They can't come to work. You know, they're at home, myself included. I was unpaid for quite a while. I took money out of my 401k to get by because I didn't want to come to work. They're scared. So I want to be a voice for them, and let the company realize what they're doing to people right now. It's not right. It's inhumane. Et là où c'est intéressant dans ce que dit Smalls, hein, dans ce que fait l'entreprise, c'est bien, c'est inhumain. Là où c'est intéressant et en lien avec la discussion qu'on avait tout à l'heure, c'est que Amazon a justifié son licenciement en disant qu'il n'avait pas respecté les règles de quarantaine parce qu'il avait été en contact avec un salarié présentant les symptômes du Covid et qu'il n'avait pas respecté. Et en fait, c'est en train de devenir l'élément de langage officiel d'Amazon aux États-Unis. On va voir cet article de la chaîne NBC. Amazon qui nous dit Amazon trace ses salariés des entrepôts et dit qu'il pourrait les licencier s'ils violent les règles de distanciation sociale. Autrement dit, désormais, c'est sur les salariés eux-mêmes que pèse l'obligation de sécurité. Ça m'intéressait d'avoir votre point de vue là-dessus, Olivier ou Yves, sur cette obligation de sécurité renversée. C'est un peu comme les Safety Angels dont vous parliez là. Oui, sur la question du droit de retrait, tel que l'évoquait mon camarade aussi, dès le début de la crise et de la veille de l'annonce du confinement, puisque dès le vendredi sont sorties les premières mesures de la DGT, de la Direction Générale du Travail, mais, oui, je me reprenais par rapport, qui disait que le droit de retrait ne serait pas pris en compte. Déjà, il y avait cette annonce-là, avant qu'on ait ces problèmes Amazon, mais dès que le confinement allait être annoncé, puisqu'il a été annoncé le lundi, et ces informations-là nous sont arrivées le vendredi, où dedans, il disait clairement que la question du droit de retrait ne pourrait être efficiente vis-à-vis de cette crise, puisque nous n'étions pas vis-à-vis d'eux, enfin, dans leur analyse, le gouvernement, dans une situation de danger grave et imminent. On voit donc encore une fois que, certes, il y a l'entreprise, mais il y a la responsabilité aujourd'hui, dans cette situation, du gouvernement et des préfets qui le représentent dans les territoires, de prendre les décisions pour protéger les salariés et les citoyens par extension, parce que, comme visiblement un virus peut tenir 3 jours sur du carton et sur un colis, je ne sais pas ce qui est livré chez les gens. Mais il y a le cadeau supplémentaire. Il y a un truc que je ne comprends pas très bien, moi, en ce moment. C'est parce que, en fait, en gros, une partie de la communication d'Amazon, et Dan, tu pourras nous dire d'ailleurs ce que dit la direction d'Amazon à ce sujet, quand même, mais c'est de dire nous sommes centrés aujourd'hui sur les produits essentiels. Donc, c'est de justifier finalement la continuation de l'activité par le fait de dire voilà, on distribue des produits essentiels en ce moment. Est-ce que c'est une réalité? Vous parliez tout à l'heure d'articles qui, s'ils peuvent avoir une utilité sociale et intime, c'est vrai, on peut dire n'ont pas un caractère peut-être essentiel ou d'urgence. Donc, est-ce que là-dessus, voilà, est-ce qu'on entend ces messages-là de la direction d'Amazon? Et moi, je ne comprends pas très bien si justement c'est le cas ou pas. Peut-être Yves. J'y vais. Ouais, mais 90% des produits qui sont distribués ne sont pas essentiels. C'est des shampoings, c'est des teintures de cheveux, c'est des colliers GPS pour les chiens. Enfin,
à la limite, il y a 10% de produits qui sont dits essentiels, mais qu'on peut trouver dans notre supermarché du coin, quoi. Enfin, il n'y a pas besoin d'Amazon pour ça, je pense. Mais est-ce qu'il y a une liste de produits essentiels? Est-ce qu'on sait? Parce que tout ça a l'air très flou. Non, il n'y a pas de liste de produits essentiels pour l'instant, mais y compris, il n'y a pas non plus de liste. Et la CGT vient d'envoyer un courrier justement au Premier ministre ou au Président de la République, je ne sais plus, ce matin, il me semble, en disant qu'il faut lister les entreprises soi-disant indispensables à la nation. Ce qui est intéressant, peut-être, je vais… Tout, en fait. Dan? Oui, je vais préciser ce que dit la direction d'Amazon, parce que moi, j'ai parlé à plusieurs reprises à des représentants de la communication, et j'ai eu accès à des échanges qui ont eu lieu entre les syndicats et la direction. La direction joue un peu sur l'ambiguïté. Ils disent on va privilégier les produits essentiels, c'est-à-dire qu'on va les envoyer en premier. En fait, c'est ça que ça veut dire. D'accord, ok. Mais il y a deux choses. C'est que, il les privilégie, mais ça veut dire qu'on peut quand même recevoir des livres ou autres moins rapidement, mais on peut quand même les commander et les recevoir. Et surtout, pour la direction d'Amazon, les produits essentiels, c'est une liste très large. Ça correspond à la moitié des produits qui sont vendus sur Amazon. C'est-à-dire que c'est un discours qui peut éventuellement s'entendre, mais qui n'est pas bien explicité. Ils considèrent que des jeux vidéo, en ce moment, c'est important, ou des activités pour les enfants, en ce moment, c'est important pour des gens qui sont confinés chez eux. Pourquoi pas? Et en fait, il y a une certaine hypocrisie dans l'utilisation du terme produit essentiel. En gros, Amazon livre ce qu'on souhaite. Et ils ont bien le droit de le faire, c'est vrai. Hein, le gouvernement insiste bien sur le fait qu'ils ont tout à fait le droit de le faire. Et donc, peut-être le problème aujourd'hui entre… Enfin, ce qui est vraiment important, je pense, c'est que pour le gouvernement, ces activités sont possibles. Et comme le disait Olivier Champetier, si les mesures de sécurité sont respectées et ils considèrent qu'en gros, chez Amazon, c'est respecté, ils considèrent que le droit de retrait, que le droit de retrait n'est pas légitime et que les salariés n'ont pas le droit de bouger. Ce qui m'intéresse un petit peu, c'est peut-être, là on parle beaucoup des salariés des entrepôts, je voulais avoir votre avis sur les livreurs, parce que les livreurs sont des sous-traitants. Et on entend mon fils à côté qui dit bonjour. Les livreurs sont des sous-traitants et est-ce que vous avez des contacts avec eux? Est-ce qu'ils continuent à travailler? Quels sont leurs états d'esprit? Eux, ils sont moins représentés par les syndicats. Ouais. Moi, j'en vois tous les jours passer dans ma rue, en face, livrer des colis. Un petit masque simple, alors je ne sais pas combien de temps il a sur le visage. Ils continuent à vivre comme d'habitude, j'ai l'impression. Après, je n'ai pas de contact particulier avec eux. Malheureusement, on n'est pas suffisamment organisé, nous, la CGT à l'intérieur. Mais ils continuent à vivre normalement. Ils côtoient des gens qui ont peut-être le Covid. Enfin, bon, après, les contacts restent assez limités malgré tout. Mais on n'a pas forcément beaucoup plus d'infos, enfin, à mon niveau, sur ces questions-là. Et vous, Olivier Champetier, même question? C'est un peu la même chose, malheureusement, pour nous aussi sur le coin, parce que d'autant plus que, Amazon, quand il s'est installé à Bretigny, annonçait, quand il fonctionnerait normalement, à peu près 7000 VL jour. Et 2700 véhicules légers, pardon. Et 2500 camions, poids lourds, jour. Et là-dedans, il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, en fait, dans ces petits livreurs indépendants. Et donc, du coup, alors là, c'est la double sanction, puisque, effectivement, ce sont des gens qui, aujourd'hui, sont dans l'incertitude du lendemain, parce qu'on sait ce que c'est que les auto-entrepreneurs aujourd'hui dans la période, et notamment celle aujourd'hui avec la baisse d'activité qu'ils peuvent rencontrer. Et deuxièmement, aussi, parce que eux, le droit de retrait, quand on est auto-entrepreneur, c'est pas question. Et donc, du coup, c'est de continuer à vivre en livrant ses colis. Et je sais, malheureusement, pour d'autres qui le font, pour d'autres entreprises comme XPO, qu'ils ont la crainte au ventre aussi, pareil. Parce que la psychose, même si certains ont toujours dit qu'il ne fallait pas de psychose, pour autant, la communication aujourd'hui gouvernementale alimente grandement cette psychose. Et sur l'aspect de ce qui peut être essentiel ou pas, comme le détermine Amazon, malheureusement, pour cette entreprise, comme vous le disiez, tout est essentiel puisque tout alimente les dividendes de Bezos. Donc, tout est essentiel, malheureusement. Et c'est ça où ça devient compliqué. Et le débat, il commence à s'étendre aussi avec les autres, puisqu'on voit maintenant que Ikea va rouvrir.
Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel chez Ikea? Des meubles. Enfin, je ne sais pas, là, dans la période, si. Voilà, et pour autant, ils veulent rouvrir eux aussi. Et là, ça pousse. Je m'excuse, je débordais un petit peu. Non, c'est très bien, c'est très bien. J'avais juste une petite question, justement, je commençais l'émission par le fait de dire que oui, les gens qui nous regardent sont aussi probablement des gens, pour certains en tout cas, qui ont acheté des choses sur Amazon dans les dernières semaines, particulièrement dans cette situation de confinement. Peut-être on a envie de se faire des cadeaux des fois, et c'est une situation qui n'est pas toujours simple. Quel est le message, vraiment très rapidement, en quelques phrases chacun, parce qu'on va devoir conclure, que vous voudriez passer aux gens qui nous regardent et qui finalement découvrent, en vous entendant ce qui se passe un petit peu, en lisant aussi les articles de Dan, ce qui se passe dans les entrepôts. Comment, parce qu'on voit bien les demandes que vous faites au gouvernement, que vous allez faire en justice également pour que voilà, un certain nombre de choses soient reconnues, mais finalement, qu'est-ce qu'on peut dire quel est le message que vous avez envie de faire passer aux gens qui nous regardent? Qui commence? Vas-y. Rapidement, en quelques mots. Hein. Rapidement. Il faut protéger la vie des salariés, quoi. Et donc, tout ce qui n'est pas essentiel, éviter de commander sur Internet. On pourra les acheter après s'il faut au magasin, et on peut aller chez son petit horticulteur ou maraîcher, chercher nos légumes. Enfin, voilà, on découvre un peu la vie et surtout qu'on protège ces salariés qui sont souvent des jeunes couples avec des jeunes enfants et qu'on ne leur fasse pas prendre de risques, quoi. Surtout arrêter de commander sur Internet. Olivier? Oui, un peu le même sens, effectivement. Mais je crois que cette crise nous engage à cela, d'ailleurs, à réfléchir, à vivre un peu différemment que cette surconsommation. Et je pense que l'exemple d'Amazon est justement quelque chose de symptomatique et de vraiment être dans cette pointe de la consommation aujourd'hui, puisque maintenant, il faudrait que certains attendent d'être livrés dans l'heure maintenant, quasiment en commandant sur Internet. C'est comme si on allait acheter à côté de chez soi, comme le dit mon camarade. Or, c'est complètement différent. Les gens, il faut qu'ils entendent ça. Il faut qu'ils entendent que derrière, effectivement, c'est la vie de salariés qu'ils mettent en danger. Et c'est la vie aussi d'eux-mêmes par le biais, effectivement, de la circulation de produits et de vecteurs, donc de propagation du virus. Bien sûr que c'est compliqué, on est isolé, on a envie, j'entends, de se faire plaisir, bien sûr, c'est humain, après tout, on a bien le droit aussi, de temps en temps, à se faire plaisir quand même dans ce monde de brutes, mais voilà, cette envie de plaisir, elle doit être contenue par surtout l'envie de préserver la vie des salariés et des citoyens. Merci beaucoup, merci à tous les deux, merci Dan, merci à ton fils qu'on embrasse. Oui, bien entendu, nous lui passons le bonjour. Voilà. Et nous espérons qu'il est en bonne santé surtout. Voilà, et merci aussi à Christophe Guignot qui nous a aidé à préparer cette émission. Sans transition, nous partons tout de suite pour Singapour. Dans notre émission À l'air libre, nous suivons l'actualité de la crise sanitaire, en France, bien sûr, mais aussi dans le monde entier. Alors, c'est souvent grâce à nos correspondants, mais là, ça va être grâce à une chercheuse, Eugénie Merriot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct de Singapour, cette cité-État au sud de la Malaisie. On s'était déjà rencontrés avant le confinement en France pour parler d'un récent ouvrage que vous avez publié sur la question des régimes autoritaires. C'est intéressant de vous savoir là-bas, puisque Singapour a été cité parmi les États d'Asie qui ont mis en œuvre une stratégie qui, vue d'ici, apparaît bien plus sophistiquée face à la pandémie, à base de dépistage, de suivi, d'usage des masques. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques que cela qui vous ont frappé en tant qu'étrangère à Singapour et notamment en tant que Française, puisque j'imagine que vous continuez à suivre de près l'actualité de votre pays d'origine? Alors, deux choses. Ce que j'ai pu observer à Singapour d'une part et le contraste avec ce qui se passait en France. C'est vrai que c'était un état de dissonance cognitive permanent. À Singapour, la réaction elle a été très rapide et donc l'ensemble de la stratégie de Singapour elle est possible uniquement parce que la réaction a été rapide. Dès janvier, Singapour a fermé déjà les frontières avec les personnes en provenance de la province du Hubei et puis a mis des contrôles de température
partout, absolument partout. Donc à l'aéroport, moi, mon employeur, l'Université nationale de Singapour aussi, nous a imposé des prises de température 2 fois par jour, et toutes les personnes qui avaient une température se voyaient, alors soit devaient rester chez elles, soit se voyaient offrir la possibilité de faire un test. Et donc l'ensemble ensuite du mécanisme part de là. Les cas sont isolés dès le départ, et ensuite il y a une équipe de policiers et d'employés du ministère de la Santé qui vont faire du contact tracing, c'est-à-dire appeler tous les contacts des personnes qui ont été diagnostiquées grâce à un test positif pour leur faire un test. Et donc, en fait, c'est un diagnostic précoce, c'est-à-dire que les personnes ne sont même pas au courant qu'elles sont potentiellement infectées, que déjà, elles ont un appel de la part du ministère de la Santé. Et ça, c'est possible grâce à cette fameuse application qui marche par Bluetooth, c'est ça? Non, l'application Bluetooth, c'est vraiment anecdotique. À mon avis, c'est plutôt une mesure pour rassurer. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment grâce à cette application, qui d'ailleurs a été mise en place il n'y a pas très très longtemps, que l'ensemble du dispositif est efficace. En réalité, c'est vraiment beaucoup plus du travail de détective avec l'assistance de la police qui va appeler sur la base des témoignages faits par les personnes qui sont diagnostiquées positives. Donc, un employé les appelle et pendant 2 heures ou 3 heures va leur demander « Alors, qu'est-ce que vous avez fait hier ? Combien de personnes vous avez croisées, etc. etc. » Et c'est uniquement si cette personne-là avait déjà l'application par Bluetooth qu'on va lui demander de donner les informations qui sont stockées dans cette application, ce qui permettra de retrouver les personnes qui ont été en contact avec cette personne diagnostiquée. Donc, c'est vraiment plutôt un complément que le fondement de la stratégie. Un complément à ce travail d'enquête minutieux que vous avez décrit. Alors, l'autre aspect, vous l'avez dit, c'est cette dissonance cognitive en tant que Française que vous vivez là-bas. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? En tant qu'expérience personnelle, c'était un combat permanent que de dire aux personnes de mon entourage que cette maladie devait être prise au sérieux, qu'il fallait en effet regarder ce qui se passait en Chine comme le futur de ce qui allait arriver en France et non comme la marque du totalitarisme chinois ou des défaillances de l'État chinois, bien au contraire, et qu'il fallait s'en informer pour préparer la vague qui était en train d'arriver en France. Je vous donne un exemple. Lorsque le médecin Li Wenliang est décédé, on avait dans l'ensemble des médias français un débat sur dans quelle mesure les lanceurs d'alerte sont maltraités en Chine, au lieu de se poser la question de est-ce que les professionnels de santé ne sont pas les premiers qui vont être touchés par cette épidémie, en dépit de leur âge, de leur bonne santé, et de vraiment prendre la mesure de la gravité de ce virus. Et ça, c'est intéressant parce que on est obligé de se demander, au-delà des responsabilités du gouvernement français, si collectivement, il n'y a pas un fond quand même de préjugés culturels, alors peut-être à l'égard aussi des Italiens, mais à la base, à l'égard de l'Asie. Est-ce que, bon là c'est plus une intuition, mais est-ce que vous la partagez, vous qui connaissez quand même bien la région pour avoir travaillé dessus depuis de longues années? Mais absolument, et c'était d'ailleurs l'objet, dans une certaine mesure, de l'intervention que j'avais faite à Mediapart et du livre en entier. C'est pour bien mettre en lumière le fait que la cloison arbitraire entre régime autoritaire et régime démocratique, elle a un effet délétère sur la façon dont on gère les crises. Et là, on l'a bien vu, puisque ce refus de la comparaison entre la France et la Chine et Taïwan, etc., a été vraiment un frein à la préparation de l'arrivée de l'épidémie en France. Tout à fait. Alors, un mot peut-être pour rebondir sur cet aspect. Qu'en est-il des libertés publiques à Singapour? Est-ce que, enfin moi, dans les informations que j'ai lues, c'est vrai que ne serait-ce que les punitions quand on respectait pas les règles étaient quand même assez fortes. Voilà, qu'est-ce qui encore une fois ressort de cette stratégie et est-ce que ça vous paraît
plus dur ou équivalent par rapport aux restrictions qu'on connaît aussi en France, puisque bon, nous, là, le confinement généralisé, ça a évidemment des conséquences plus qu'importantes sur des libertés vraiment de base que nous avions tous auparavant. Dans les faits, il vaut mieux être à Singapour qu'en France aujourd'hui. Alors, ils ont annoncé il y a quelques jours, donc il y a 3 jours, un circuit breaker. Donc, ils ne veulent pas appeler ça lockdown, même si dans les faits, les écoles ont été fermées, les universités ont été fermées aussi. Alors, les restaurants restent ouverts, mais uniquement pour la livraison à domicile ou pour le ramassage, comment on appelle ça, le fait d'aller chercher… le take-away, quoi, le fait de la nourriture à emporter, quoi. Voilà, à emporter. Et on peut encore faire de l'exercice, on peut encore sortir autant qu'on le souhaite. D'accord. Mais alors, justement, un peu cette recrudescence comme ça de fermeture qui a touché les établissements scolaires, est-ce qu'on doit le voir comme une limite de la stratégie initiale? Est-ce qu'il y a eu des infections qui sont venues dans un second temps pour d'autres raisons qu'initialement? Comment est-ce que c'est expliqué sur place ce durcissement au fond de la stratégie? Je pense que là, vous mettez le doigt sur le deuxième point de réussite de la stratégie de Singapour. C'est vraiment un effort de communication et au moins de donner l'impression qu'ils contrôlent ce qui est en train de se produire. Donc, ça fait plusieurs semaines déjà que le gouvernement nous prépare à un durcissement des mesures en nous disant que maintenant, on va avoir un retour de tous les étudiants singapouriens qui sont à l'étranger et notamment au Royaume-Uni et aux États-Unis qui sont très touchés par les épidémies. Et donc, ils nous ont préparé en nous disant, voilà, on attend 200 000 personnes qui sont potentiellement infectées. Les chiffres vont bondir et donc il va falloir prendre de nouvelles mesures. Et donc, ces personnes-là, maintenant, elles sont mises en quarantaine. Ça y est, c'est relativement terminé. Toutes les personnes sont rentrées. Et puis, le deuxième point, c'est les travailleurs étrangers, notamment en provenance d'Asie du Sud, qui travaillent dans la construction ici, qui sont hébergés dans des dortoirs, souvent des dortoirs à 10 ou 12 personnes. Et à partir du moment où des clusters se sont déclarés dans ces dortoirs, le gouvernement a annoncé que maintenant, il allait falloir faire un circuit breaker parce que ça veut dire que le nombre allait exploser et c'est évidemment le cas. Mais alors, il faut bien aussi comprendre que quand le nombre explose, ce ne sont pas des personnes qui viennent spontanément avec des symptômes à l'hôpital. Je reviens à mon point sur le diagnostic précoce. Ce sont des personnes qui sont identifiées comme à risque et donc qui sont dépistées. Donc là, dans les dortoirs, tout le monde a été dépisté. Vous avez 20 000 personnes en quarantaine. Et parmi ces personnes dépistées, vous avez eu 200 cas aujourd'hui. Donc sur les 250 cas qui ont été annoncés, vous avez 220 qui viennent de ces dortoirs, qui sont donc le résultat d'un dépistage proactif du gouvernement. Un dernier mot rapidement pour préciser cet effort de communication de la part du gouvernement. Vous nous avez communiqué les adresses là qu'on va voir s'afficher de sites gouvernementaux qui mettent à jour très régulièrement des informations sur l'épidémie, sur les cas recensés. Ça fait partie de cette réponse, de cette communication que vous évoquiez tout à l'heure. Exactement. Quand on voit par exemple qu'on a 280 cas, l'essentiel, c'est de savoir combien de ces cas sont importés, c'est-à-dire combien viennent de l'étranger et n'ont pas transmis dans la communauté singapourienne, combien sont liés à des clusters déjà existants, c'est-à-dire qu'ils étaient en quarantaine au moment où ils ont été dépistés et donc ils n'ont pas infecté dans la communauté. Ça permet de rassurer la population, bien sûr, et de considérer que le gouvernement reste en contrôle de ce qui se passe. Eh bien, je vous remercie, Eugénie, pour cette intervention depuis Singapour. Avant qu'on se quitte, je rappelle l'entretien vidéo qu'on avait fait justement à propos de votre ouvrage. On peut le retrouver sur le site de Mediapart. J'en profite aussi pour dire que ce week-end, le site est en accès libre, donc tout le monde peut consulter les différents articles. Merci encore. Bonne fin de journée pour vous, parce que je crois qu'on a quelques heures de décalage horaire.
horaires. Et puis, je vous propose maintenant, pour tous ceux qui regardent l'émission, la minute détente. Aujourd'hui, elle nous est offerte par une humoriste qui s'appelle Morgane Cadignan. Non mais vous applaudissez super mal en fait, c'est ça mon problème monsieur. Le rythme c'est 1, 2, 3, pas 1, 2, 4, chacun fait comme il veut avec les notes. Bah non, au début c'est pas grave et petit à petit c'est comme ça qu'on invente le reggaeton, donc faites juste attention, voilà. Merci. Oui frérot, ça va? Oh rien, je sympathise avec les voisins. Ouais t'as raison, c'est important la bienveillance. C'est important de savoir applaudir aussi, connard. Non rien, laisse tomber, y a Daddy Yankee qui vit en face de chez moi, ça m'agace. Bon alors, tu le vis comment? Comment ça quoi? Le confinement? On est confiné là depuis 20 jours. Mais t'avais pas... Ah ouais. Tu fumes toujours de la weed, Théo? Ouais, hein, beaucoup. Tu sais qu'entre chaque joint, faut penser à faire d'autres trucs, hein. Ah, tu fais? Tu fais quoi, par exemple, entre deux pétards? Tu roules. Non, mais je veux bien que tu sois adolescent, mais tu t'étais pas rendu compte qu'il se passait un truc, là? T'as cru que on était tous partis se balader? Depuis 20 jours? Oh, bah là, ça commence à faire une belle rando, oui. Attends, rassure-moi, t'allais t'inquiéter à un moment donné ou pas du tout? Waouh. Tu te souviens de ce que disait grand-père? Dans la vie, faut jamais attendre qu'il n'y ait plus de pasta box au frigo pour paniquer. Un homme d'une grande sagesse. Mais qui se nourrissait extrêmement mal. Théo, je suis pas très contente, c'est quand même pas une consommation très normale de... Attends, 2 secondes. Que nous apprenons à l'instant que le gouvernement prolonge cette période de confinement pour 15 jours supplémentaires. Plus d'informations. Tu me passerais le numéro de ton dealer? Ah, il livre pas, faut se déplacer. Oh là. Je sais pas, il me l'envoie par la poste, je peux pas me déplacer. Mais parce que le confinement, Théo, allume la télé, merde! Que je te fasse quoi? Un résumé de la situation? Tu m'as pris pour un anabac ou quoi? Bon, tu te souviens de l'histoire de tonton à Noël? Non, l'autre. Celle avec la pute et le chinois dans une montgolfière. Bah, tu remplaces la pute par un pangolin. Bah ouais, c'est chaud. Bah ouais, c'est chaud. Bon, allez, passe-moi ma soeur. Ouais, toi aussi, tu me manques. Bah non, je peux pas venir. Bah parce que... Coucou, Sista. Ça va et toi? Bah ouais, et toi? Ouais, et toi? Ah merde, attends, je crois qu'on est coincé. Bah rien de spécial et toi? Bon, rien de ouf et toi? Ah merde, ça recommence. Bon, tu fais quoi? Tu fais la cuisine un peu? Tu fais la cuisine dans Animal Crossing? Pourquoi pas? Ah non, moi je cuisine dans la vraie vie. Non, je mets pas de story, non. Bon, parce que j'estime que le monde moderne peut se passer de mes photos de gâteaux et yaourt. Quoi? Arrête de faire crari. Ça veut dire quoi, crari? Bah je fais pas crari, je fais du pain. Bah attends, non, j'exagère pas, c'est vrai, dès qu'il y a un rayon de soleil, on se mange des photos de brunch à tout va sur Instagram. Je suis désolée, mais normalement, dans un vrai brunch, déjà, il y a du champagne. Voilà. Donc les photos de jus d'orange Franprix à traire soi-même à la machine, ça va, on l'a reconnu la bouteille. Mais non, mais c'est vrai, mais moi aussi, je peux poser une tranche de truite sur un avocat pas mûr et mettre hashtag saumon, ça va. C'est pas parce que tu mets un gif Sunday chill que t'es à Marrakech. On le sait que t'as 40 minutes d'ensoleillement sur ton balcon à Créteil, Bénédicte, arrête. Non, mais après, on se ment à nous-mêmes, c'est normal. Je veux dire, moi-même, j'ai mis un filtre sur cette vidéo. Ah bah, ma soeur, c'est plus des sourcils, c'est le bouche australien, là. Ah bah, pars en vacances au-dessus de mes yeux, tu verras sûrement des wallabis, hein. De quoi, mes cheveux? Oh bah, si je me mets au soleil, je pense que tu peux faire cuire des acras dessus, hein. La quoi? La cure de sébum? Ah non, non, j'ai juste la flemme de faire des shampoings. Bon, après, si t'es journaliste chez Biba, t'appelles ça comme tu veux. Bon, allez, je vous laisse, je dois rappeler Camille. Elle a développé une application pour dire c'est long en langage dauphin. Mais qu'est-ce qu'il veut encore, lui? Tu veux ma photo? Oui. Bah oui, bah, j'arrive, je vais faire un shampoing, du coup. Je suis sûre qu'il porte des slips Célio. À l'air libre, deuxième partie avec le monde de la culture et de l'événementiel face au confinement. Nous allons nous intéresser en particulier à la question des intermittents et à ce que signifie la période pour eux. Avec nous vont témoigner la monteuse vidéo Solène Cotten. Bonjour. Bonjour. Le comédien Samuel Churin également qui interviendra. Bonjour Samuel. Bonjour. Et puis avec nous également Vincent Carry, qui n'est pas intermittent lui-même, mais qui est directeur du festival Nuit Sonore, un festival lyonnais, et directeur de la structure Artifarty. Vincent qui est co-initiateur de l'appel des indépendants. Il va nous présenter ça tout à l'heure. Mais pour commencer cette discussion, je vais me tourner vers vous, Samuel Churin. Vous êtes comédien, vous êtes engagé pour les droits des intermittents, des travailleurs précaires depuis de longues années. Un petit point tout simple pour celles et ceux qui ne savent pas vraiment de quoi on parle. Quand on parle des intermittents du spectacle, quel est le principe
de l'intermittence du spectacle, qu'est-ce qui la différencie de l'assurance chômage, comme elle fonctionne pour la plupart des gens? Ben, c'est un principe assez génial qui a été pensé dans les années 60, non pas au nom de l'art et de la culture, mais au nom de la discontinuité de l'emploi. Hein. Nous avons été reconnus comme ayant des activités de nature discontinue, et il se trouve que le règlement général de l'assurance chômage, c'est pour ça qu'on parle du régime général, ne fonctionnait pas pour nous. Fonctionnait pour des gens qui étaient au chômage suite à un emploi stable. Hein. Mais pour nous, ça ne marchait pas, parce qu'on a des contrats de temps en temps, des contrats de 1 jour, 3 jours, 1 mois, etc., etc. Et donc, c'est du gruyère. Et pour pallier cette situation, on a inventé des annexes aux règles pour avoir un règlement qui s'adapte à nos pratiques d'emploi. Non pas à l'art et à la culture, mais à nos pratiques d'emploi. Et donc, c'est un système assez ingénieux qui assure pour ceux qui ont les critères d'accès, c'est-à-dire ceux qui ont assez d'heures pour rentrer dans le régime, c'est un système assez ingénieux qui assure une continuité de revenus sur une discontinuité d'emploi. C'est bien tout le but de l'intermittence du spectacle, de pouvoir assurer un revenu à travers l'assurance chômage quand on n'a pas de salaire. Et donc, pour ça, le système est assez simple. Il suffit, pour certains, c'est extrêmement compliqué d'y rentrer, mais ce que je veux dire, c'est que si vous justifiez de minimum de 507 heures sur une période de 12 mois et que vous avez une profession qui rentre dans les professions liées à l'intermittence du spectacle et que vous travaillez avec un employeur qui est lié à l'intermittence du spectacle, dans ces cas-là, eh bien, vous émargez à l'intermittence du spectacle et vous ouvrez des droits spécifiques. C'est pour ça que ce n'est absolument pas un statut, hein, pas du tout. Ce n'est pas du tout un statut. C'est un régime spécifique d'assurance chômage, comme il en existait plein. Il existait le régime des intérimaires, annexe 4, qui existe toujours, mais qui a été complètement foudroyé. Il existait plein d'annexes au règlement, hein, parce que, encore une fois, le règlement général ne fonctionne bien que pour les gens qui sont au chômage suite à un emploi stable, mais ne fonctionne pas bien pour des gens qui sont au chômage comme nous, à savoir qui alternent ce qu'on appelle l'activité réduite, hein, qui alternent des périodes d'emploi et des périodes de chômage. Très bien, merci. D'où ce régime spécifique. Voilà. Merci pour toutes ces explications très claires. Si je ne me trompe pas, ce sont les fameuses annexes 8 et 10 hein, de l'assurance chômage. Je vais me tourner, 8 pour les techniciens, 10 pour les artistes. Voilà. Je vais me tourner vers Solène Cotten. Alors, on associe souvent l'intermittence au spectacle vivant, mais c'est aussi une composante importante de ce qui est produit en audiovisuel. Vous êtes monteuse vidéo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quel endroit de la chaîne vous êtes en tant que monteuse vidéo et puis très concrètement, hein, puisqu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que le travail commence à manquer pour vous aussi? Oui, alors en tant que monteuse vidéo, je suis ce qu'on appelle la post-production. Donc en fait, c'est tout ce qui est après le tournage en fait. Donc il y a eu le tournage, nous on récupère les images et après on va sortir le film fini. Donc ça peut être, on dit audiovisuel, ça peut être publicité, clip, ça peut être film, ça peut être vraiment tout un panel de choses. Et pour répondre du coup à la deuxième question, nous en tant que post-production, comme on arrive après, on a encore quelques petits contrats, mais c'est vrai que petit à petit, comme les tournages se sont arrêtés, on arrive à un stade où c'est devenu beaucoup plus éparse. Et du coup, ça va être un peu plus compliqué sur la suite du confinement. Et on évoquait tout à l'heure avec Samuel l'activité discontinue, le fait qu'on a souvent, quand on est intermittent, plusieurs employeurs. Est-ce que c'est votre situation? Et là, typiquement, dans ce moment très particulier, est-ce que vous avez des échanges avec les gens qui vous emploient régulièrement? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils se sentent impuissants? Est-ce qu'ils essayent de vous aider ou pas? Alors, effectivement, j'ai plusieurs employés, donc qui peuvent être des grosses structures ou plus petites. Généralement, pour toute structure, quelle que soit leur taille, tous les contrats sont terminés en fait. Comme ils n'ont pas de visibilité sur leur tournage, ils ne peuvent pas nous embaucher. Donc, pour le moment, c'est soit reporté, soit annulé. Avec, on va dire concrètement, ils ne peuvent pas faire grand-chose pour nous parce qu'eux-mêmes ne savent pas ce qui va être possible dans le futur. Et est-ce que vous êtes dans des collectifs ou avec des personnes qui essayent justement d'y voir clair ou de serrer les coudes, ou est-ce que vous vous sentez un peu isolé aussi dans cette période? Je pense qu'en général, l'intermittence, tout le monde se serre un peu les coudes.
on est une grosse communauté, donc généralement, tout le monde va prendre des nouvelles des uns des autres. Moi, je suis pas mal les monteurs associés, qui est une association en fait qui cherche toutes les informations concernant plus le montage, mais on peut avoir aussi sur l'intermittence du spectacle, et qui a aussi notamment mis en place des ciné-clubs et autres activités pour démocratiser le montage, notamment aux yeux du grand public. Donc il y a ça, et après, ça sera les différents groupes qu'on peut trouver sur Facebook de communautés. Je vois par exemple les assistants monteurs qui ont créé un groupe Facebook exprès pour se donner des informations ou du travail. Et c'est vrai qu'il nous arrive souvent de discuter les uns avec les autres, rien que pour savoir s'il y a encore du travail pour certains ou pour serrer les coudes, pour s'aider si on a des problèmes ou quoi que ce soit. On n'est jamais vraiment tout seul en fait. Alors, on l'a rappelé au début de cette émission, il y a un certain nombre de conditions à respecter pour bénéficier de cette stabilité de revenus malgré la discontinuité de l'activité. Ce sont les fameuses heures et les cachets à accumuler sur une année. Voilà, la question est un peu personnelle, mais c'est vrai que là, même quand le confinement sera terminé, peut-être que les tournages reprendront pas tout de suite. C'est pareil aussi pour les salles de spectacle qui vont pas toutes rouvrir, même si certaines même rouvriront, on ne sait pas encore à quelle date. Donc, même une fois le confinement terminé, ça va mettre du temps avant qu'il y ait à nouveau du travail. Est-ce que vous êtes inquiète sur votre statut pour l'année qui vient? Et est-ce que vous avez un peu des assurances de la part des pouvoirs publics, ou est-ce que vous êtes très inquiète sur votre situation financière, parce qu'on imagine toutes les conséquences ensuite que ça peut avoir sur la vie personnelle? Alors pour le moment, en fait, j'ai encore des économies, donc je suis pas tout à fait inquiète. Mais c'est vrai que moi, j'ai pris l'habitude de travailler un peu tout le temps. Donc là, c'est une vraie grosse partie de chômage que j'ai jamais fait face auparavant. Et là, j'arrive sur un moment où, comme j'ai un emprunt, ça devient compliqué. L'intermittence ne règle pas cet emprunt, en fait. J'ai calculé avec tous mes frais, il me reste à peu près 90 € pour faire toutes mes courses et tout le reste, ce qui effectivement peut être compliqué sur En la un suite. mois? En un mois, oui, tout à fait. Et qui peut être compliqué pour la suite si le confinement se prolonge. Après, je pense à toutes les personnes qui ont leur date d'anniversaire, c'est donc le moment où il faudra qu'ils aient justifié de ces 507 heures, qui arrive après le confinement, dans les quelques mois qui arrivent, où il y aura eu cette partie-là, en fait, pendant le confinement, on n'aura pas pu travailler. Là, ça va être plus compliqué pour toutes ces personnes qui ne pourront pas justifier de leur statut et qui ne pourront pas avoir l'assurance chômage, du coup. Surtout pour toutes ces personnes, on me dira si je me trompe, qui ont moins de 5 ans d'ancienneté et du coup qui n'ont pas de prolongement de 6 mois pour pouvoir faire ces 507 heures. Alors, je vais me tourner du coup vers Samuel. Ce qui est, le ministère de la Culture, évidemment, est en train de regarder ça, hein. Ce qui est sûr à ce stade, et ce qu'ils ont communiqué au grand public, c'est que les conséquences de la période de confinement, qui n'est pas encore achevée, ces conséquences-là, ont-ils dit, seront neutralisées sur la situation des intermittents. Donc, on se dit, OK, ça veut dire que, en gros, bah, tout ce qui manque pendant cette période ne sera pas pris en compte. Donc, les périodes vont être prolongées pour pouvoir justifier de l'activité. Mais est-ce que ça paraît suffisant à l'heure actuelle, et quid de ce qui se passe une fois que le confinement est levé pour la plupart des gens, mais que des salles de spectacle ne rouvrent pas ou que les tournages ne reprennent pas? Oui, alors, bon, je vais pas enfoncer des portes ouvertes, mais la situation est gravissime. Là, on parle de petites vagues, mais c'est évidemment plus qu'un tsunami. C'est-à-dire que la fin du confinement ne va pas signifier pour nous l'autorisation des rassemblements, hein. Actuellement, en parlant avec des directeurs de théâtre, il y a bon nombre de directeurs de théâtre qui ne savent pas s'ils vont pouvoir ouvrir leur salle en septembre, ni en octobre, ni en novembre. On ne sait pas. Bien. Évidemment, les mesures là qui ont été prises par Riester et Pénicaud ne servent, je le dis, absolument à rien. Ce gel, ce moratoire ne sert à rien. Il va même empêcher techniquement certains d'avoir des meilleurs droits. Je ne vais pas venir techniquement pour vous l'expliquer parce que c'est un peu trop compliqué, mais non seulement ça ne sert à rien, mais en plus ça va être un handicap pour certains. Vous imaginez bien que l'annulation d'Avignon
c'est pas tout de suite maintenant, c'est non seulement tout de suite maintenant des salaires en moins, des heures en moins, mais c'est une déflagration sur au moins 1 ou 2 saisons. Hein. Avignon est un grand marché. Moi, personnellement, par exemple, j'ai fait Avignon Off en 2011. Je prends mon cas personnel parce que c'est un exemple qui va être parlant pour tout le monde. J'ai vendu 78 dates de mon spectacle. 78 dates. C'était une répercussion. Je fais une petite parenthèse pour préciser pour les gens qui nous écoutent, le Festival d'Avignon, c'est pas seulement pour présenter des spectacles au public, c'est là aussi où il y a plein de programmateurs qui viennent pour, comme vous dites, acheter le spectacle. Voilà. C'est le grand marché comme Cannes et le marché du film, c'est le plus grand marché du spectacle vivant en France. C'est 1200 compagnies. Dans le Off, c'est 1500 spectacles. Le IN, c'est entièrement subventionné, mais le Off, les compagnies Off vont à Avignon essentiellement pour vendre leur spectacle. Bien. Donc, cette déflagration, elle va avoir lieu sur 2 ou 3 saisons. Et encore une fois, nous ne savons pas quand nous allons pouvoir pratiquer notre métier sur les plateaux. On ne sait pas. On ne sait pas. Donc, évidemment que l'urgence absolue, je parlerai de l'assurance chômage plus tard, mais pour tout le monde, mais l'urgence absolue, c'est pas faire un moratoire sur 2 mois, 3 mois, où des gens, dès sortie du moratoire, ils vont se faire couper la tête. Hein, comme le disait la précédente intervenante, quand on va sortir du confinement, date de renouvellement, on n'aura pas pu bosser, boum, on n'a pas nos 507 heures, on aura la tête coupée en octobre, en septembre, je peux vous assurer que les projections sont claires, c'est des milliers de gens qui vont basculer au RSA, ça c'est certain. Donc ce qu'il faut, c'est pas ça. Ce qu'il faut, c'est ressortir le fonds provisoire que Don Dieu de Vabre avait mis en place en 2004, suite à la grande crise de 2003, et dire, c'est simple, on arrive à date de renouvellement, quelle que soit la date de renouvellement dans les 2 ans qui viennent, on regarde si la personne a fait ses heures. Si elle a fait ses heures, on le renouvelle normalement avec l'assurance chômage, elle a fait ses 507 heures, sont des critères d'accès, on le renouvelle. Si elle n'a pas fait ses heures, on la renouvelle pareil, et au niveau du fléchage, c'est l'État qui finance ça. C'est extrêmement simple, ça a été mis en place en 2004 pendant 2 ans, ça a très très bien marché, hein. Encore une fois, je le répète, principe simple, on arrive à renouvellement, on a fait nos 507 heures, oui, on renouvelle. On n'a pas fait nos 507 heures, alors on renouvelle sur la base du même taux que précédent, on repart sur 1 an, c'est totalement transparent pour la locataire, on perçoit l'assurance chômage, simplement au niveau du fléchage du budget, c'est l'État qui finance cette crise, à savoir qui verse à l'assurance chômage l'argent que l'assurance chômage nous reverse à nous. Voilà, c'est extrêmement simple à mettre en place. Pourquoi? Parce que c'est une chose qui a déjà été mise en place en 2004, qui a sauvé des milliers d'intermittents pendant 2 ans, entre 2004 et 2006, pour pallier la grande crise de 2003 qui durcissait les critères d'accès. Parce qu'à ce moment-là, on était non pas en 507 heures en 12 mois, mais en 507 heures en 10 mois. Hein. C'était en 10 mois. Hein, c'était en 10 mois. Voilà. Et donc, pour rattraper tous les gens qui étaient devenus qui étaient sur le bord de la route, qui étaient exclus du régime, on a mis un fonds transitoire. Eh bien là, il s'agit de remettre ce fonds transitoire pour aller récupérer tous les gens qui sortiront du régime. Il faut une couverture totale des intermittents du spectacle. Sinon, on va être des dizaines, je dis bien des dizaines de milliers à basculer à RSA. C'est obligatoire. Merci Samuel. Bon, la proposition, pour le coup, est très claire et elle reprend un dispositif, comme vous l'avez dit, qui a déjà été employé. Donc ça, on a très bien compris. Je vais me tourner vers Vincent Carry, qui n'a pas encore pris la parole. Je disais tout à l'heure que vous dirigiez le festival Nuit Sonore. Peut-être nous dire en un mot ce que c'est. Hein. Les Lyonnais connaissent très bien, mais pas forcément tout le monde. Et typiquement, vous êtes face à cette question. Vous avez un festival qui a lieu très régulièrement. Qu'est-ce que vous faites dans l'état actuel où on ne sait pas encore jusqu'à quand dure le confinement et puis les rassemblements, enfin tout ce que vient d'évoquer Samuel? Oui, bonjour déjà, merci de votre invitation. En effet, Nuit Sonore, c'est un festival de musique qui est à Lyon depuis 18 ans. La prochaine édition devait avoir lieu normalement du 19 au 24 mai. Évidemment, on a pris la décision de reporter cette édition dans un premier temps, pour l'instant à fin juillet. Donc on examine la faisabilité de ce report qu'on a décidé il y a plusieurs semaines déjà, donc du 22 au 26 juillet. Bien entendu, ce plan B, entre guillemets, est totalement dépendant des circonstances sanitaires et du contexte et de son évolution dans les jours et semaines qui viennent. Donc on est
pas spécialement ni optimiste ni pessimiste. On essaie d'être réaliste et de suivre au quotidien ce qui se passe. Voilà. Et j'imagine que vous êtes en lien vous-même comme structure, vous faites beaucoup d'événements, hein, pas ce festival-là, mais d'autres événements peut-être un peu moins connus du grand public, où il y a aussi beaucoup de débats culturels, intellectuels, hein, mais Mediapart a participé à certains d'entre eux. Comment vous travaillez avec des prestataires, avec des techniciens, etc. Quel discours aujourd'hui vous dites et surtout quelle remontée vous avez de leur part sur les inquiétudes? Bah, effectivement, nous, on est un secteur, le secteur qu'on qualifie, pour faire court un peu, des indépendants. En vérité, c'est tous les petits et les moyens qui sont ni dans le bloc de la culture institutionnelle sous tutelle de collectivités ou de l'État avec une majorité de financement public, ni dans le secteur, on va dire, du business, de l'entertainment, donc avec, dans un cas comme dans l'autre, on va dire, une sécurité économique qui pourra peut-être sauver un certain nombre de choses après la crise. Entre ces deux blocs, il y a tous les petits festivals, les salles de concert, un grand nombre de petites compagnies, de petits éditeurs, de labels indépendants, de médias indépendants aussi, de structures qui sont des associations ou des sociétés, mais qui sont, on va dire, les PME de la culture et des médias indépendants aujourd'hui en France. Et ce bloc-là va vivre évidemment le mot qui a été employé par Samuel est le bon, hein, un absolu tsunami. Ce secteur va être dévasté. Et bien entendu, il a une particularité, ce secteur, c'est qu'il génère beaucoup d'interdépendance. C'est-à-dire que quand un d'entre nous chute, c'est un jeu de domino, c'est tous les autres qui sont autour qui chutent également. On a beaucoup d'interrelations entre les structures. Ça veut dire que quand un festival n'a pas lieu, bien sûr, c'est des intermittents qui ne travaillent pas, parce qu'il y a beaucoup d'intermittents qui travaillent sur les festivals, bien entendu. Ils sont indispensables à la réalisation des festivals. C'est des entreprises de technique, bien sûr, des prestataires, des gens qui font de la vidéo, des gens qui font du catering, des gens qui font de la sécu, des gens qui, voilà, etc. Puis bien sûr, les artistes. Et bien sûr, les structures qui ont aussi des salariés permanents qui vont être fortement menacés dans les temps qui viennent. Je mentionne, on va le voir s'afficher là, un appel que vous avez lancé avec plusieurs structures. Si j'ai bien compris, c'est parti de Lyon à la base, hein, on voit le nom de la ville s'afficher tout en haut, mais maintenant il y a des signataires dans toute la France qui ont signé ce texte, qui justement rappelle cette interdépendance que vous venez de mentionner. Oui, on l'a fait de façon très impulsive et très artisanale, en fait, par solidarité avec les premiers événements qui ont dû être annulés à Lyon. Et puis, je pense notamment au festival Répercussande, produit par une structure qui s'appelle Mediatone à Lyon, qui a été parmi les premiers à tomber des conséquences de cette crise. La fermeture des salles de concert à Lyon, des clubs, etc. On a décidé, comme le disait Solène tout à l'heure, aussi de se serrer les coudes et donc d'avoir une approche collective, de dépasser nos différences de structure, d'enjeux, etc., pour se coaguler et se resserrer les uns avec les autres. Donc, on a lancé cet appel d'abord avec 30 structures lyonnaises. Il y en a aujourd'hui un peu plus de 300 qui l'ont signé dans toute la France. Et vous demandez quoi, en fait, au pouvoir public? On veut simplement alerter sur le fait, et c'est aussi ce que disait Samuel tout à l'heure, que notre secteur, il était déjà chroniquement fragile avant cette crise, et que cette crise va simplement passer cette fragilité au révélateur du réel. Ça fait des années et des années qu'on alerte sur les fragilités économiques, dans un certain nombre de cas, même les précarités qui existent dans ce secteur. Or, il nous paraît aujourd'hui, encore une fois, ni dans le bloc institutionnel sous tutelle des collectivités, ni dans ce bloc de l'économie un peu dure qui existe aussi, avec des grands groupes aujourd'hui qui agissent sur le terrain de la musique, par exemple, des grands groupes internationaux qui sont très voraces, même sur le terrain de la culture aujourd'hui. Toute la chaîne des petits aujourd'hui, c'est elle qui garantit la diversité dans le domaine des médias, le pluralisme, la diversité culturelle, une certaine logique d'intérêt général, une vision sociale de la culture, la proximité, la diversité des territoires sur lesquels on intervient, la place laissée à la jeunesse, à l'émergence, aux nouvelles esthétiques, etc., etc. Et toute cette chaîne,
qui défend un certain nombre de valeurs, qui défend un comportement, une éthique aussi dans le domaine de la culture, eh bien, elle est très menacée. Alors aujourd'hui, on demande rien d'autre en fait que simplement d'être autour de la table pour pouvoir contribuer au débat sur ce qu'on attend de la redéfinition d'une politique publique de la culture dans les mois qui viennent. Et évidemment, cette occasion, avec tout ce qu'elle a de cataclysmique, elle est inédite pour remettre ce débat sur la table et enfin réenvisager une politique culturelle qui soit la plus utile possible aux crises de société qu'on traverse, à l'échelle locale, à l'échelle nationale, aussi à l'échelle européenne, puisqu'on a des copains malheureusement absolument de partout, dans tous les pays, évidemment sur toute la planète, mais notamment sur le continent européen, qui sont frappés de plein fouet par cette crise et dont un très grand nombre ne se relèveront pas sur le plan économique et social. Merci Vincent. Effectivement, hein, le propre de cette crise, c'est qu'elle frappe énormément de pays et de secteurs en même temps, comme rarement. Avant qu'on termine ce tour d'horizon avec Samuel, un mot, Solène, qui va nous amener un peu vers la question de la précarité en général et pas simplement des intermittents du spectacle. Quand on s'est appelé pour discuter de votre témoignage, vous me disiez que vous aviez été en CDI, vous, par le passé, sur un métier similaire, si je ne me trompe pas, mais que pour rien au monde, vous y reviendriez et qu'en fait, vous aimez l'activité que vous avez. J'aimerais bien vous entendre aussi là-dessus pour faire comprendre pourquoi ces activités-là sont importantes pour vous et pour la société. Tout à fait, en fait, parce que quand on est dans un CDI, on est un peu dans la routine et on peut avoir moins de contrats différents. Moi, je sais que j'étais dans un CDI dans la publicité, ce qui faisait que je faisais de la publicité tous les jours, ce que j'aime beaucoup, mais c'est aussi très intéressant pour moi de diversifier un petit peu, pouvoir faire du clip, pouvoir faire de la fiction aussi. C'est très rare de pouvoir faire de la fiction quand on est en CDI, voire pas possible quand on est par exemple monteur, comme moi. Et du coup, c'est vrai que pour avoir la diversité actuellement de l'audiovisuel qu'on a, il faut des personnes qui puissent apporter tout le savoir qui viennent de différents horizons. Et pour moi, c'est très important. Très bien, merci Solène. Je me tourne vers Samuel pour conclure ce plateau. Quand on s'est appelé, vous teniez absolument à évoquer le fait que là, la question se pose concrètement pour les intermittents du spectacle, mais au-delà de ça, il y a tout ce qu'on appelle les intermittents de l'emploi qui, eux, ne se relèvent pas de ce régime parce qu'ils ne sont pas de ces métiers du spectacle et qui vont se prendre également ce fameux tsunami d'activités qui les auront laissés sur le carreau. Exactement. Comme le disait tout à fait Vincent, ce sont des secteurs qui sont liés. Donc, à chaque fois qu'un festival disparaît, c'est aussi des hôtels, des restaurants qui embauchent des extras, qui ne travaillent pas. Enfin, vous imaginez bien que là, le tourisme est à l'arrêt, etc. Et il existe une catégorie dont on parle très peu, c'est la catégorie des chômeurs B et C, qui représentent 2 200 000 personnes, qui sont des chômeurs activité réduite, mais comme nous, simplement, ils ne sont pas intermittents du spectacle, ils sont intermittents de l'emploi. Et là, je pense beaucoup en ce moment aux intermittents de la restauration, notamment. Et ces gens-là n'ont pas été épargnés par l'assurance chômage. Nous avons été les seuls à être épargnés lors de la toute dernière réforme. Ces gens-là allaient voir s'appliquer au 1er avril une réforme monstrueuse, la pire réforme depuis le Conseil national de la résistance, la pire attaque sur les droits sociaux, la pire. 4 milliards d'euros d'économies faites sur les plus pauvres, des gens qui allaient avoir des indemnités journalières 10 fois moins importantes que celles d'avant. Vous imaginez pour un intermittent du spectacle passer de 50 € par jour à 5 € par jour. C'est ça la réalité de ce qui allait se passer. Ce décret a été repoussé, l'application au 1er septembre. Donc, dans les mesures, je dirais, à court terme, comme tout à l'heure, j'ai parlé des mesures à court terme de l'intermittent du spectacle. Il ne faut pas que ce soit repoussé au 1er septembre. Il faut que ce soit absolument annulé. Il faut que cette réforme, pour le régime général, soit annulée. Sinon, c'est des milliers et des milliers d'intermittents sur les 2 200 000 personnes. On va faire 2 200 000 pauvres, je vous assure. Les prévisions sont catastrophiques. Nous avons des économistes, des sociologues qui bossent pour nous. Les prévisions sont catastrophiques. Il ne faut pas, en septembre, leur faire payer la note de ces mois sans travail. De toute façon, c'est une réforme absolument horrible dont on n'a pas assez parlé. On a beaucoup parlé de la réforme des retraites, mais celle-là est bien pire en termes économiques, je vous assure. On n'a pas fait pire. Et de manière générale, je voudrais dire que j'appelle à un grand plan d'urgence sociale. On ne peut pas continuer comme ça.
Emmanuel Macron parle d'État-providence. Alors, il faut mettre en place l'État-providence. Un État-providence, c'est un État qui couvre tous les pauvres, qui couvre tous les plus fragiles. Et quel meilleur levier que l'assurance chômage pour couvrir les plus fragiles? Il faut absolument une assurance chômage qui assure une couverture universelle, une assurance chômage qui soit pensée comme Ambroise Croizat a pensé le régime général de la sécurité sociale. Il dit on est en période de guerre. Eh bien, très bien, pour l'après-guerre, pensons un Conseil national de la résistance numéro 2, pensons comme ce génie politique qui est Ambroise Croizat qui a inventé les droits attachés à la personne et détachés de l'emploi, ce qui fait qu'en ce moment, effectivement, au niveau de la crise sanitaire, eh bien, même les pauvres peuvent guérir du coronavirus parce que l'hôpital est gratuit pour eux. En ce moment, ce qui est clair, c'est que le coronavirus touche indifféremment les pauvres et les riches, mais la récession qui va avec le confinement ne touchera que les pauvres et fera des morts sur les pauvres uniquement. Et par rapport à ça, il faut un grand plan social, penser bien au-delà de nos métiers, bien au-delà de nos préoccupations, un grand plan social qui permet une couverture universelle. Voilà. Merci Samuel pour cette interpellation. Je mentionne d'ailleurs, parce que ce week-end, le site Mediapart est exceptionnellement en accès libre dans son intégralité. Donc, vous pourrez retrouver un des articles de Dan Israël, on va le voir s'afficher à l'écran, qui concernait justement les simulations sur plusieurs cas concrets de ce qu'allait faire cette réforme chômage. On en avait parlé aussi dans notre émission live. Ça aussi, c'est en accès libre, ça, même au-delà du week-end. Vous pourrez retrouver ça sur le site, sur YouTube, voilà, grâce au moteur de recherche. Donc, effectivement, c'est des dossiers qu'on va continuer à suivre à Mediapart et dans cette émission. Je vous remercie vraiment tous les trois d'être intervenus, d'avoir pris le temps. Merci beaucoup. Et puis, bien pour cette émission-là, nous allons retrouver dans un instant les confinautes. Tu m'entends? Qu'est-ce que tu fous? Je fais de la croix. Mais non, tu fais de la merde. C'est quoi ça? Mais si, c'est le challenge pour ressembler à un tableau, là. Le Getty Museum, je sais pas quoi, là. Mais non, mais ça c'est pour les doctorants en histoire de l'art et les profs d'art plastique. Nous, on a un vrai travail. Allez, générique. Alors allons-y, le générique. Notre boulot dans les confinautes, c'est de vous informer en mêlant habilement travail d'enquête, divertissement et haine de classe. Oui, tiens d'ailleurs, comment il va, Boris Johnson? Ah, il va mieux, comme quoi faut pas trop croire au karma. Ah ouais. Sauf le karma de la lutte des clas, celui qui a écrit le Capita. Donc notre boulot, c'est de vous informer, mais c'est plus compliqué en cette période parce que la communication de l'Elysée est de plus en plus verrouillée. C'est là-dessus qu'on va revenir aujourd'hui. Vous avez sans doute vu ces images de Macron qui applaudit avec les soignants. Bon là c'est un peu gros, vous êtes pas tombé dans le panneau, vous êtes pas en train de vous dire que là ils sont en train d'applaudir Macron, hein. Ouais, ça aurait été crédible si ça avait été à l'anniversaire de Carlos Ghosn, ou alors à un showcase de Christophe Barbier. Le jupe, le presse, le legoman. Yeah, I am the selfie-made man. Donc oui, il y avait bien une entourloupe dans cet extrait qui a beaucoup circulé. Juste avant la clap, il y avait eu l'intervention d'une déléguée CGT qui dénonçait les conditions de travail du personnel et qui avait proposé qu'on applaudisse les soignants. Est-ce qu'on peut s'applaudir comme le soir le font les gens? Ouais. Ah bah ça c'est pratique, ils s'applaudissent eux-mêmes. Bah on peut le faire aussi nous à ce compte-là, hein. Bravo les confinautes, bravo. Bravo Mediapart, en accès libre, tout le week-end, bravo. Malheureusement, vous n'avez pas vu sur les chaînes d'infos les revendications de la syndicaliste CGT parce que figurez-vous qu'il n'y avait pas de journalistes. Attends, peut-être que Macron il a pas fait ça pour la com, peut-être qu'il a réellement voulu honorer les soignants de son auguste présence et de ses pouvoirs thaumaturgiques. Non, parce que l'Elysée a filmé ses propres images, donc il y avait quand même une volonté de faire de la com en venant là. D'ailleurs, cette image est marquante en fait, ça marche, il y a les applaudissements, mais il y a aussi le fait que Macron soit en bas, les soignants en haut. Ah mais oui, mais comme à Pantin, on a beaucoup vu tourner cette vidéo de Macron qui modestement salue et remercie des habitants qui le surplombent. Donc voilà, un président qu'on décrivait comme arrogant se met littéralement en dessous du peuple, qu'il remercie, plein d'humilité, et le peuple, flatté par tant d'égards, ne lancera d'ailleurs aucune insulte, aucun réfrigérateur sur ce leader qu'il aime tant. Vous respectez, ça a énormément de valeur. Sauf qu'on a des vidéos qui montrent qu'il s'est quand même fait pourrir, hein, rassurez-vous. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Ouh, ouais, démission.
Puis après être allé à Pantin, au Kremlin-Bicêtre, Macron s'est rendu à Marseille pour rencontrer le fameux professeur Raoult. Alors Macron, il nous dit de rester chez nous, mais il a jamais autant bougé en France, hein. Il nous fait une tournée Covid. Il sera le 9 à Marseille, le 10 à Mulhouse et le 11 à Arcachon, le 12 à Saint-Pierre-et-Miquelon. Ne manquez pas une occasion de venir insulter votre président nul. Démission, connard. Quel con. Démission! Honnêtement, aujourd'hui, si on veut se faire une idée un peu juste de l'ambiance lors de ces déplacements, eh ben faut regarder un peu les réseaux sociaux. Parce que le président fait de plus en plus ses déplacements en furtif, sans prévenir les journalistes, et puis du coup, bah y en a pas. Les journalistes accrédités à l'Elysée, regroupés au sein de l'association de la presse présidentielle, ont déploré ces pratiques dans un communiqué. Ils dénoncent une situation inédite. Et c'est dangereux parce qu'on se retrouve du coup avec d'un côté des images de com faites par l'Elysée, et de l'autre des images dégueu où on n'entend rien, filmées au téléphone. Et tout ce qu'on aimerait bien pour nous, on aimerait pouvoir le faire pour autrui. Et avec les membres d'effectifs, avec les membres personnels, on y arrive. Ah ouais, on n'entend rien. Ouais, on n'entend rien. Mais on comprend quand même qu'il se fait engueuler, on comprend que ça râle là-haut, et on comprend aussi pourquoi l'Elysée n'a pas retenu ces moments-là. Bah ouais, ça montre aussi que si le pouvoir cherche à les écarter, c'est que finalement, les journalogues des médias, ça sert à quelque chose. J'ai pas dit abonnez-vous à Mediapart, merde. Voilà, j'ai fini. Ça ressemble de ouf quand même. Ouais, mais c'est trop facile, s'il suffit d'être blanc avec une barbe approximative et des cheveux longs, la moitié de notre public peut le faire, tu t'es pas foulé. Bah sinon j'en avais une autre un peu plus compliquée, mais là fallait que je me mette tout nu, donc c'était... Ouais, non, ok, c'est bon, on connaît. Allez, merci. Allez, on se retrouve lundi pour ouvrir les guillemets. Sinon écoute, au pire je te l'envoie, puis tu me dis. Voilà, à l'air libre, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci Fabien, à très vite, bon week-end. Repose-toi. Ce week-end, Mediapart, c'est important. Mediapart, tout Mediapart est en accès libre. Lisez-nous et bien sûr, abonnez-vous si ça vous plaît. Vous savez que Mediapart n'existe que grâce au soutien de ses abonnés. À l'air libre revient lundi avec Valentine Auberti et l'excellent Christophe Guignot qui fera ses débuts en plateau dans l'émission Faites-lui bon accueil. D'ici là, n'hésitez pas à nous écrire à l'airlibre@mediapart.fr. Portez-vous bien, prenez soin de vous, changez-vous les idées et haut les cœurs. À très vite.